INA Podcast. La France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Voici les mots prononcés par le président Emmanuel Macron le 22 septembre 2025 à l'Assemblée générale des Nations unies. Ainsi, la France reconnaît désormais officiellement l'État de Palestine, un long processus qui aura duré près de 60 ans. Une reconnaissance chargée d'histoire, mais qui intervient aussi dans un contexte précis, celui de la guerre à Gaza menée par Israël en réponse aux attaques du 7 octobre 2023 commis par le Hamas. Et maintenant, que peut changer concrètement cette reconnaissance officielle pour les Palestiniens, pour la situation à Gaza ? Peut-on espérer bientôt l'apaisement dans la région, symbole ou chemin vers la paix ? Tout ça, on en parle avec vous. Thibaut Fleury-Graf, bonjour. Bonjour. Professeur de droit international public à l'université Panthéon-Assas. Et vous, Yasmina Asrargis, bonjour. Bonjour. Chercheuse associée à l'université de Princeton, spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'être avec moi. C'est un tournant historique, cette reconnaissance de l'État de Palestine par la France ? Historique, d'abord du point de vue français, parce que ça fait longtemps qu'on en parle et ça fait longtemps que c'était attendu. Tournant historique pour la situation au Proche-Orient dans une certaine mesure, tournant historique pour la suite peut-être. Et on va développer tout ça avec vous deux. Mais d'abord, on commence par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. La reconnaissance de la Palestine par la France, ça fait longtemps qu'on en parle. Retour en 1967, une année charnière au Proche-Orient. En mai 67, éclate la guerre des 6 jours, un conflit éclaire entre Israël et plusieurs pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Israël en ressort victorieux et occupe certains territoires en dehors de ses frontières officielles, notamment Gaza et la Cisjordanie. En novembre 67, l'ONU exige le retrait israélien des territoires occupés. Le général de Gaulle donne alors une conférence de presse. Il est vrai que les deux belligérants observent pour le moment, d'une manière plus ou moins précaire et irrégulière, le cessez-le-feu prescrit par les Nations Unies, mais il est bien évident que le conflit n'est que suspendu et qu'il ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. De Gaulle va être le premier président français à évoquer cette reconnaissance. Et vous allez l'entendre, tous après lui vont s'inscrire dans ses pas, comme Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Le fond du problème, c'est de considérer qu'il ne peut y avoir de paix durable au Proche-Orient que si la question palestinienne fait l'objet d'un juste règlement. À partir du moment où la communauté internationale reconnaît l'existence d'un peuple palestinien, quelle est l'aspiration naturelle d'un peuple ? C'est de disposer d'une patrie. Quelques années plus tard, c'est au tour de François Mitterrand de s'exprimer sur le sujet, et il ne va pas le faire n'importe où. Mars 82, le président est en visite officielle en Israël, une première. Écoutez. Pourquoi ai-je souhaité que les habitants arabes de Cisjordanie et de Gaza disposent d'une patrie ? Parce qu'on ne peut demander à quiconque de renoncer à son identité ni répondre à sa place à la question posée. Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort. Pour autant, malgré les positions favorables des présidents français, l'État de Palestine n'existe pas encore, ni pour la France, ni pour aucun autre État dans le monde.
Mais tout change le 15 novembre 1988 à Alger, lorsque Yasser Arafat, le chef de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, déclare l'indépendance de l'État de Palestine. Le Conseil national palestinien, au nom de Dieu et du peuple palestinien, proclame l'établissement de l'État de Palestine sur notre terre, avec pour capitale Jérusalem la Sainte. Tonnerre d'applaudissements, l'émotion est à son comble. Pour la première fois, les contours de l'État que réclament les Palestiniens paraissent un peu moins flous, même si la déclaration du Conseil se garde bien de les préciser. Dans la foulée, 21 pays, en majorité arabes, reconnaissent l'État palestinien, mais parmi les grandes puissances occidentales, le sujet reste complexe. À Washington, par exemple, on est d'une extrême prudence. C'est bien, mais insuffisant, dit-on ce soir au département d'État. Les résolutions de l'OLP adoptées à Alger nous paraissent pour le moment ambiguës. Et puis Paris, où Roland Dumas a précisé cet après-midi la position de la France au cours de la séance consacrée aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. La reconnaissance par la France d'un État palestinien ne soulève aucune difficulté de principe. Cependant, des questions de fait continuent d'être posées qui devront être examinées. Parmi les arguments évoqués par la diplomatie française, l'État palestinien ne dispose pas encore de frontières clairement définies. En ces termes, il ne peut pas être reconnu. Quoi qu'il en soit, les choses avancent. Nous sommes maintenant en 1993, l'année des accords historiques d'Oslo pour mettre en place un processus de paix. Israël et les Palestiniens vont s'efforcer de vivre dans la coexistence pacifique pour aboutir à un accord de paix juste, total et durable. Pour ce faire, plusieurs étapes sont d'ores et déjà programmées. Des élections avant tout. Un conseil, une sorte de gouvernement, sera élu par les Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem qui aura pour mission de gérer l'autonomie pendant 5 ans. La juridiction est déjà précise. La Cisjordanie et la bande de Gaza vont former une entité territoriale unique. Son intégrité sera préservée durant la période intérimaire. Une autorité palestinienne est donc officiellement créée pour gérer la bande de Gaza et la Cisjordanie. Pour la première fois, autorités israéliennes et palestiniennes se reconnaissent mutuellement, un pas de géant. Mais le climat d'apaisement ne dure pas. Les tensions vont vite rejaillir. La position de la France, elle, ne change pas. Jacques Chirac la réaffirme en 1996. Un État palestinien reconnu offrira à Israël un véritable partenaire. Et lui seul sera capable de prendre et de tenir les engagements nécessaires à la nécessaire sécurité d'Israël. Pour autant, côté français comme européen, c'est toujours le statu quo. Et pour les Palestiniens, il va falloir attendre de longues années avant d'obtenir une nouvelle reconnaissance symbolique, celle de l'UNESCO, en octobre 2011. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a admis la Palestine comme son 195e membre. La majorité est écrasante, 107 voix contre seulement 14, dont celle des États-Unis. La France, elle, a finalement voté oui. France, oui. En 2012, cette fois c'est l'ONU qui accorde une autre reconnaissance symbolique. 138 voix pour, 9 contre, 41 abstentions. La nuit dernière, la Palestine est devenue un État observateur non membre des Nations Unies. Explosion de joie en Cisjordanie, où des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Ramallah, Hébron ou Bethléem. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous célébrons la victoire de la Palestine qui est maintenant sur la carte du monde, un État comme les autres. Un État comme les autres ? Pas encore tout à fait. En tout cas, toujours pas aux yeux des puissances occidentales. Si la Suède reconnaît officiellement l'État de Palestine dès 2014, il faut attendre encore 10 ans pour voir de nouveaux changements dans la politique diplomatique de certaines puissances européennes. Mai 2024, dans le contexte de guerre sanglante à Gaza, suite aux attentats du 7 octobre 2023 commis par le Hamas, 3 pays européens franchissent le pas.
3 pays européens, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne, ont décidé de reconnaître aujourd'hui l'existence d'un État palestinien et ils espèrent être suivis par d'autres. Alors que les opérations à Gaza et le blocus de l'enclave se poursuivent, les Palestiniens applaudissent l'initiative. Les Israéliens, eux, dénoncent un encouragement au Hamas après les massacres du 7 octobre. Juillet 2025, face au drame humanitaire à Gaza et à l'impasse diplomatique pour résoudre le conflit, le président Emmanuel Macron décide que la France reconnaîtra officiellement la Palestine comme État. Une reconnaissance annoncée solennellement à l'Assemblée générale des Nations unies le 22 septembre 2025. Soit. Et maintenant, qu'est-ce que cette reconnaissance officielle peut changer ? Pour les Palestiniens, pour la situation à Gaza et au Proche-Orient, dans la suite du conflit entre Israël et le Hamas, on en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Thibaut Fleurigraphe, et vous, Yasmina Asrarguis. Déjà, pour commencer, peut-être une réaction au récit qu'on vient d'entendre, non exhaustif, je précise, difficile de résumer, 60 ans d'histoire en 6-7 minutes. Peut-être redire à quel point cette histoire du récit politique s'ancre dans une territorialité qui a été celle d'abord de la présence européenne, notamment française et britannique, à travers des mandats dans cette région. Puis, à partir des années 60-70, l'Amérique est devenue l'acteur central de cette région. Et donc, le modérateur, si vous voulez, des rapports de force. La parole française avait un poids en fonction de sa présence régionale, mais aussi de sa capacité à influer sur la réalité du terrain. Et donc, ce que j'entends, c'est l'évolution du discours politique qui va de pair avec l'évolution propre du Moyen-Orient. Et donc, ne jamais oublier la différence entre communication et diplomatie. Thibaut Fleurigraphe ? Oui, c'est intéressant les extraits que vous avez choisis parce que si on écoute les choses de manière très générale, je pense qu'on pourrait fermer les yeux, on pourrait écouter De Gaulle. Alors à part le ton, on sait évidemment de qui il s'agit, mais on pourrait penser que c'est finalement un acteur d'aujourd'hui et que les choses n'ont pas tellement évolué, à part ces toutes dernières semaines. Mais si on va un peu plus dans le détail, avec l'adhésion à l'UNESCO, le statut spécifique à l'ONU, ça montre qu'il y a une évolution et que par conséquent, ces différents aspects d'accession à des organisations internationales, de reconnaissance par des États, mine de rien, si vous me passez l'expression, ont un poids dans ce conflit. Et on va y revenir sur les effets concrets de cette reconnaissance. Pourquoi ça a pris autant de temps ? Parce que grosso modo, on l'a entendu, tous les présidents français depuis De Gaulle se disent OK pour reconnaître l'État de Palestine. Ça a mis 60 ans. Qu'est-ce qui bloquait ? C'est tout un contexte qui est à la fois un contexte international, juridique, géopolitique, un contexte national. La place d'Israël qui a toujours été un partenaire important pour la France. Il ne faut pas négliger non plus l'aspect ensuite de négociations avec l'Union européenne pour conclure des accords commerciaux. Donc tout ça fait que beaucoup d'États occidentaux ont ménagé Israël en dépit des affirmations, je crois que c'était Jacques Chirac qui disait mais c'est un vecteur de sécurité aussi pour Israël d'avoir un État palestinien reconnu. Il n'empêche que ça n'a pas suffi à provoquer la reconnaissance parce que beaucoup de puissances occidentales étaient soucieuses de ménager Israël vu comme un facteur de stabilité dans la région. D'ailleurs, justement, écoutons Laurent Fabius, il était ministre des Affaires étrangères en 2012. C'était dans la foulée de la reconnaissance par l'ONU de l'État de Palestine comme État non observateur membre des Nations Unies. Écoutez, il justifie la position de la France. Nous avons dit, nous, Français, qui avons voté oui, que ça n'était qu'une étape. Il faut entrer rapidement, Israël et les Palestiniens, dans la négociation. Et cette reconnaissance de l'État palestinien ne passera que par la sécurité d'Israël ? Les deux choses sont liées. La sécurité d'Israël passe par la viabilité d'un État palestinien, et pour que l'État palestinien soit viable, il faut qu'Israël joue le jeu. Voilà, c'était un peu cette position, la position officielle pendant des années de la France, qui était grosso modo pas de reconnaissance tant qu'il n'y a pas de paix dans la région. On a complètement changé de braquet, si je puis dire, puisqu'il n'y a absolument pas de paix dans la région, et pourtant Emmanuel Macron a décidé cette reconnaissance. Dans l'archive, vous êtes revenu sur 1967. À ce moment-là, le paradigme qui prend forme est de dire nous négocions avec Israël les territoires contre la paix. À partir de 67, vous avez cette idée que la paix et la négociation se fait territoire contre reconnaissance. Aujourd'hui, le paradigme est inverse, à savoir, vu la dégradation de la situation sur les terrains,
vu les 2 ans de guerre et la montée en puissance politique de Netanyahou et d'une coalition qui ne souhaite pas aller vers la reconnaissance des droits des Palestiniens, et face à leurs provocations, nous, la France, grâce à nos alliés occidentaux, notamment l'Angleterre, et c'est quand même historique, nous reconnaissons l'État de Palestine. Cette reconnaissance, elle intervient alors que la bande de Gaza, bien sûr, on le sait, vit une tragédie humanitaire sans précédent. Je rappelle, les Palestiniens sont victimes d'un génocide selon une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est la pression de l'opinion publique qui a joué pour décider Emmanuel Macron, Thibault Fleury-Graff ? Oui, il y a plusieurs facteurs, mais pour répondre à votre question et à la précédente, je pense que si aujourd'hui on a une reconnaissance alors que la paix n'est pas établie, alors qu'on avait l'impression que c'était plutôt l'inverse avant, d'abord la paix, ensuite la reconnaissance, c'est aussi une forme de sanction, entre guillemets, sanction, disons, politique. C'est perçu comme ça par Israël. Israël a tout de suite réagi en remettant contre en cause Israël, contre Benyamin Netanyahou. Absolument, comme il n'y a pas d'accord au sein de l'Union européenne pour adopter des sanctions et que les États membres sont encore très partagés sur cet aspect-là, des sanctions contre Israël à cause de ce qui se passe à Gaza, la reconnaissance devient finalement un moyen d'affirmer que l'on fait quelque chose sans réagir comme les États ont pu le faire très rapidement contre la Russie dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Et je pense d'ailleurs que cette différence de traitement des deux situations a participé en effet à un progressif retournement de l'opinion publique et où autant on a eu dans un premier temps une opinion publique plutôt favorable à la défense d'Israël, évidemment, contre les attaques du Hamas, et c'est bien normal. Ensuite, plus les actions d'Israël ont été qualifiées comme elles l'ont été par diverses instances, plus la solution de la reconnaissance s'est imposée comme un moyen de faire un équilibre entre l'impossibilité d'adopter des sanctions au sens propre et ne rien faire, ce qui devenait quand même difficilement supportable. Il faut souligner aussi que d'un point de vue plus juridique, reconnaître la Palestine comme un État a des conséquences assez nombreuses, y compris très techniques, et y compris sur la qualification des actes que mène Israël actuellement. Et on va y venir, vous allez nous les détailler. Pourtant, la pilule est difficile à avaler pour bon nombre de personnalités de la communauté juive. Certains affirment que cette reconnaissance est liée au pogrom du 7 octobre, on le rappelle, le pire assassinat collectif de juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Et qu'en ces termes, 2 ans plus tard, les terroristes du Hamas sont entre guillemets récompensés. C'est aussi ce qu'a affirmé le président américain Donald Trump devant l'ONU le 23 septembre dernier. Les États-Unis, on le rappelle, en soutien indéfectible d'Israël. Ça avait été le même argument invoqué en 2024 par Benyamin Netanyahou en réaction à l'annonce de l'Irlande, la Norvège et l'Espagne de reconnaître l'État de Palestine. C'était en mai 2024. Écoutez. L'intention de plusieurs pays européens de reconnaître un État palestinien est une récompense au terrorisme. 80% des Palestiniens de Judée-Samarie soutiennent les massacres du 7 octobre. On ne peut pas donner un État au diable. Est-ce que le Hamas peut se réjouir de cette reconnaissance de l'État de Palestine comme l'affirme Benyamin Netanyahou ou comme l'a affirmé Donald Trump ? Est-ce que c'est une récompense ? Alors peut-être faire un peu de pédagogie sur le paysage politique palestinien et revenir sur la guerre fratricide qui a opposé de longue date l'autorité palestinienne reconnue à travers les accords d'Oslo comme l'unique acteur légitime pouvant représenter la cause palestinienne à l'international. Et donc les ambassadeurs typiquement palestiniens, que ce soit à Paris ou Washington, sont issus des rangs de l'autorité palestinienne. Donc, de ce fait, vous avez effectivement cette représentation qui est exclusivement issue des rangs du parti Fatah. Vous avez eu également des oppositions quand le Hamas s'est constitué et a pris contrôle plein et entier, à la fois militairement, mais également à travers des massacres et des tueries à l'encontre du Fatah. Ils se sont, si vous voulez, intégrés de par leurs propres mots, comme faisant partie du paysage politique palestinien. Ça, c'est un amalgame qui peut être fait, qui est très important de détailler. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne et le Hamas sont 2 organes complètement différents. Le Hamas est un mouvement terroriste qui n'a rien à voir avec l'autorité palestinienne, représentée entre autres par Mahmoud Abbas. C'est très important de le rappeler. Tout à fait. Et vous avez entre ces 2 groupes une compétition qui est la compétition pour le monopole de la cause palestinienne. Et donc, à travers l'histoire et les positionnements de ces acteurs, vous avez eu au sein du Hamas des leaders qui promettaient un réformisme extraordinaire et une modernisation de l'entité pour donner des changes aussi aux Occidentaux, notamment parce que la bande de Gaza, mais pas que, vivait
de l'aide étrangère et donc pour continuer à recevoir un certain nombre de soutiens, vous avez eu des grands discours de leaders du Hamas parce qu'ils souhaitent conserver non seulement la bande de Gaza, mais aussi récupérer la main sur la Cisjordanie. Et garder l'entièreté du pouvoir. Donc, ce qui s'est passé, si vous voulez, avec le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, c'est non seulement leur aliénation sur la scène politique arabe, parce qu'avant le 7 octobre, certains leaders, figures politiques, entre guillemets, du Hamas étaient reçus dans différentes capitales. Tout le monde négociait avec eux, ils étaient reçus. Dès lors que vous êtes reçus, il y a conversation et donc vous êtes reconnu comme l'un des parties prenantes de ce qui se joue au Proche-Orient. Aujourd'hui et depuis au moins 2 ans, l'Arabie Saoudite a été extrêmement claire sur le fait qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne souhaitent pas voir le Hamas à une quelconque position de pouvoir dans la suite et dans l'après-guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand les premières négociations ont lieu avec l'Élysée concernant l'idée d'une initiative franco-saoudienne, l'un des points forts que l'Arabie Saoudite a mentionné et a requis, c'est l'idée d'un désarmement plein et entier sur le plan militaire mais aussi politique du Hamas. C'était un point mis en exergue lors du discours d'Emmanuel Macron devant les Nations Unies le 23 septembre dernier. Qu'est-ce qu'elle va changer concrètement, je me tourne vers vous Thibaut Fleury-Graff, cette reconnaissance par la France de l'État de Palestine et par d'autres États d'ailleurs. Ils sont plusieurs, je crois 17 États qui ont suivi le mouvement de la France. Oui, absolument. C'est quand même une victoire diplomatique assez nette pour la France et pour cette initiative avec l'Arabie Saoudite, dans la mesure où la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, emmène avec elle notamment le Royaume-Uni, autres membres permanents, le Canada, l'Australie. Enfin, on a vraiment comme ça un groupe d'États qui pèsent quand même dans la vie de la société internationale. C'est quand même une belle initiative diplomatique qui a réussi et qui donc change un peu les équilibres et c'est évidemment important dans la vie internationale. On a eu tendance, peut-être au début, il y a eu beaucoup de commentaires en ce sens, c'est purement symbolique, ça sert à rien, etc. On est dans un système international qui fonctionne pas comme dans un système interne. C'est souvent un exemple que je prends pour mes étudiants. Dans un système interne, vous créez une association. Une fois que votre association est enregistrée à la préfecture, elle existe juridiquement et vous allez pouvoir mener un ensemble d'actes de la vie courante, ouvrir un compte en banque, recevoir des subventions, signer des contrats, etc. Ça se passe pas comme ça dans l'ordre international puisqu'on n'a pas d'autorité suprême qui pourrait dire tel peuple forme un État et ça s'impose à tous les autres. Donc forcément, un acte comme ça passe par des petites évolutions, mais pas par des évolutions qui sont soudain une sorte de révolution, et ça y est, on a la Palestine. Donc, ça change des équilibres dans des votes, par exemple, au sein de l'ONU. Alors, ça va pas renverser les choses au sein du Conseil de sécurité, tant que les États-Unis ont une position hyper favorable à Israël, et tous les vétos des États-Unis, quasiment ces dernières années, concernent la situation au Proche-Orient. C'est le seul État du Conseil de sécurité qui ne reconnaît pas l'État de Palestine, d'ailleurs. Absolument. Donc, on a ce point de blocage. Mais il n'empêche que sur les évolutions diplomatiques, et on l'a vu, on ne peut pas négliger le fait que les évolutions, là, toutes récentes, le plan de paix qui est annoncé pour Gaza, ne soit pas au moins pour partie aussi une avancée qui est due à ce mouvement de reconnaissance. Quoi qu'en dise par ailleurs Donald Trump à l'ONU, mais je crois qu'il faut se méfier un peu de ce que dit Donald Trump à l'ONU, parce que je suis pas sûr qu'on puisse penser que tout ça est bien sérieux. Et puis, autre point là qui se voit moins, qui est peut-être un tout petit peu plus technique, que j'évoquais tout à l'heure, c'est des questions de qualification juridique. Un conflit entre un État, Israël, et un groupe terroriste, le Hamas, c'est pas la même chose en droit qu'un conflit entre 2 États, Israël d'un côté, Palestine de l'autre. Et sur des qualifications de droit international humanitaire, la qualification des crimes, des règles qui s'appliquent, tout ça peut avoir de l'importance qui probablement ne se verra pas dans l'opinion publique, ne transparaîtra pas dans les médias généralistes, mais se verra dans des contentieux à venir. En tout cas, alors je le précise, on enregistre cet épisode, on est le 30 septembre 2025. Depuis, grosso modo, une semaine, les choses ont quand même, on a l'impression que ça bouge politiquement, diplomatiquement. Cette reconnaissance a été un moyen, vous le disiez, de faire pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et aussi sur son allié américain avec, en ligne de mire, Donald Trump. Ce qui est certain, c'est que ça les a obligés à réagir. D'une manière ou d'une autre, ça les a obligés à réagir et donc ça les a mis dans une position qui était peut-être un petit peu différente, qui est la position de se défendre
par rapport à cette nouvelle qualification, à cette nouvelle situation. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, ça fait bouger les choses. Est-ce que l'accord dont on parle est le résultat direct de cela ? Non, c'est évidemment un ensemble d'éléments qui viennent en ligne de compte, mais c'est un pas qui est franchi vers la voie aussi de la question des sanctions européennes, vers la voie de l'accord commercial entre l'UE et Israël, qui insiste beaucoup quand même sur le respect des valeurs fondamentales. Donc, il y a des choses qui se jouent par rapport à ça. Vous avez le sentiment que les choses évoluent, vous, Yasmina Asrargis, ou pas ? Depuis une semaine, Donald Trump a rencontré lundi 29 septembre Benyamin Netanyahou. Il a présenté à son homologue israélien un plan de paix, un projet d'accord entre Israël et le Hamas pour mettre fin à la guerre. Est-ce que ça peut se débloquer plus vite que prévu ? Peut-être que par narcissisme, on pense qu'effectivement, la reconnaissance par la France a fait bouger les choses. En réalité, j'étais aux États-Unis au mois d'août, au Congrès et à New York. Et en réalité, Trump était déjà en train de négocier le plan qu'on est en train de voir se jouer en ce moment. Le 27 août, très précisément, il a accueilli Tony Blair à la Maison-Blanche, moment lors duquel il valide le plan en 21 points. Alors Tony Blair, je précise, qui est l'ancien Premier ministre anglais qui propose de présider un gouvernement provisoire à Gaza en cas d'accord de paix. Alors, l'histoire est la suivante. À partir du printemps de cette année, Jared Kushner appelle Tony Blair et lui dit « Écoutez, pour l'après-guerre, nous avons besoin d'un plan », sachant que Tony Blair travaille depuis plusieurs années maintenant comme conseiller et il travaille en consulting, donc il travaille dans plusieurs pays du Golfe et donc à ce titre il a la confiance, et c'est pas à minorer dans cette région, de plusieurs leaders arabes dont Mohammed Ben Zayed, président des Émirats, et Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. Donc globalement, les deux acteurs qui vont financer la reconstruction. Donc c'est pas anecdotique, c'est sérieux. C'est pas anecdotique, on parle de plusieurs millions de dollars, si ce n'est plus, pour pouvoir véritablement faire l'État de Palestine. Parce que sans financement, vous ne faites rien. Ni vous reconstruisez, ni vous payez vos fonctionnaires palestiniens, ni vous formez un certain nombre des enseignants. Enfin, vous avez besoin d'une réelle machine de guerre économique. Sur le plan de paix proposé par Donald Trump à Benyamin Netanyahou, ça peut débloquer la situation plus vite que prévu pour vous, Thibaut Fleury-Grave ? Ça, c'est déjà une avancée par rapport à ce qui n'existait pas jusque-là. Donc évidemment, s'il y a cette proposition, ce serait quand même une sacrée ironie de l'histoire de revoir les Britanniques revenir dans la zone. On voit bien aussi que même si le plan évidemment est en discussion depuis très longtemps, la reconnaissance britannique n'est évidemment pas anodine, surtout si ensuite c'est pour récupérer des positions de ce type-là sur place. Donc le plan, il faut le regarder dans le détail et surtout la façon dont il pourra être appliqué. Évidemment, s'il y a un soutien américain, s'il y a en effet les milliards de dollars nécessaires pour reconstruire tout cela, ça peut bien évidemment être une avancée. Vous avez beaucoup mentionné, et c'est un point effectivement très important, le sujet des frontières. Un État palestinien, d'accord, mais quel territoire ? 800 000 colons israéliens sont présents aujourd'hui en Cisjordanie. La colonisation de la Cisjordanie s'est accélérée ces dernières semaines. Gaza est rasé, grosso modo. Quel territoire pour les Palestiniens ? Quel territoire et quel Premier ministre israélien acceptera d'expliquer à des colons qui ont été pendant plusieurs années soutenus par sa propre armée de déguerpir concrètement ? Et donc le courage politique que ça requiert dans une région où on a vu Sadat se faire assassiner pour avoir signé avec Israël, où on a vu Rabin se faire assassiner pour avoir signé avec Israël, on a vu le 7 octobre arriver parce qu'il y avait risque imminent de signature entre l'Arabie Saoudite et Israël, comme l'ont prouvé un certain nombre de documents retrouvés dans les tunnels à Gaza. Dès lors que vous avez une trop grande avancée avec des acteurs étatiques, vous avez systématiquement des acteurs non étatiques, soit que l'on oublie, soit que l'on ignore, soit dont on sous-estime l'idéologie, qui vous rattrape. Et donc, je pense que le plus grand défi, au-delà de la cartographie, va être de trouver les acteurs politiques qui voudront assumer et avoir le courage historique d'avancer vers une véritable solution à deux États. C'est quoi la prochaine étape alors, et quel avenir pour la paix dans la région ? Sans avoir de boule de cristal, on n'est pas Madame Irma bien sûr, mais quelle prochaine étape espérer peut-être ? C'est compliqué à dire dans la mesure où, comme ça vient d'être dit, ça dépend tellement à la fois du courage politique des personnes en présence. Or pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en ait pas vu beaucoup dans le sens de la paix.
qu'on a affaire par ailleurs à un dirigeant américain qui, il y a quelques mois, diffusait sur Twitter des vidéos de Gaza transformées en Riviera. C'est donc quand même très compliqué, je ne m'y risquerai pas, de dire ce qui va se passer maintenant. Il y a un document qui est là, il y a un texte. Il va falloir voir comment les acteurs s'en emparent et chaque acteur qu'on a évoqué tout au long de cet entretien. La reconnaissance de l'État de Palestine par la France, ses conséquences et les espoirs de paix au Proche-Orient. Quelle suite espérer? Acte symbolique ou étape déterminante? On a en tout cas les cartes en main pour y voir plus clair. Grâce à vous, Thibaut Fleury-Graff. Je rappelle que vous êtes professeur de droit international public à l'université Panthéon-Assas et vous, Yasmina Asrargis, chercheuse associée à l'université de Princeton, spécialiste du Moyen-Orient. Merci à tous les deux. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis salut et à la semaine prochaine.